écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue à vous les amis dans un nouveau podcast de Radio Ma'arif, un podcast Histoire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un ami, Jamal Khalil. Bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup, je suis heureux toujours de venir Et je vous voir. suis doublement heureux parce qu'aujourd'hui, on va parler de musique. Alors, je le dis en toute transparence, je n'ai rien préparé parce que pour la première fois, je ne pars pas de zéro. Et toi non plus d'ailleurs, puisque tu as des choses à nous dire sur ce sujet très riche. Alors, par quoi on commence ? Le sujet, il est tellement dense parce qu'il est ancien, qu'il est difficile de mettre des catégories et de dire on va parler de ça, on va parler de ci, on va parler de la musique marocaine, on va parler de la musique rock, on va parler de... Je crois qu'il faudrait peut-être... Si tu veux nous parler de rock, on change tout de suite de catégorie de podcast. On a quelque chose pour ça, Ouais, mais c'est pas ici. on parlera aussi du rock. Non, mais je pense qu'il faudrait remonter un peu plus loin toujours pour essayer de comprendre. On va essayer de parler du son et après on va essayer d'arriver aujourd'hui à... On peut faire des typologies des musiques qu'il y a au Maroc, des choses de ce genre, les types de musique savante, musique populaire, etc. Mais je pense qu'il faudrait mieux parler du son d'abord. Vas-y, Et comme ça on parlera un peu des instruments de musique. bien sûr. Et après on peut arriver au Maroc, on peut arriver aux genres musicaux. Donc pour le son, il existe partout. Il existe dans la nature, il existe dans le mouvement de n'importe quel objet. Quand il y a la marée haute, la marée basse, il y a un son, on entend un souffle. Quand on voit un cheval galoper, on entend un son, on entend un rythme. Le battement du cœur, il y a un son, il y a un rythme. Donc le son est partout. Et la différence du son par rapport aux autres sens, c'est que le son, on peut pas l'arrêter, sauf si on est sourd. Le sens visuel, on peut fermer les yeux, mais le son, même quand on dort, on entend des choses. Donc on entend des voix, on entend des sons. Donc le son a été, dès la naissance, la première chose que fait un bébé, c'est qu'il crie et on entend sa voix. Et donc le son, il nous enveloppe, il a tout le temps, il ne s'arrête pas. Et ce son, il a plusieurs formes, il y a plusieurs choses, peut avoir une mélodie, peut avoir un rythme, etc. Et tous ces sons qui nous entourent, à un moment donné, en écoutant la nature, en vivant dans la nature, l'homme a commencé à produire ses propres sons. Mhm. Et en produisant ces sons, qu'est-ce qu'il en fait ? Et quand on voit par exemple un bébé de 1 an, et il commence à taper sur n'importe quoi, sur une table, donc il produit du son. Et généralement, c'est un rythme régulier qui sort. Il tape d'une certaine manière. C'est un son continu qui revient. Et c'est comme si sa façon de taper, ce bébé qui tape, il communique quelque chose. Il veut dire quelque chose, mais il le dit en tapant, en faisant tomber des choses. Ça. Donc, quand il entend des choses, il reproduit les sons, et en reproduisant ça, il veut nous dire quelque chose. Donc, l'homme, progressivement, a commencé à taper. Je pense que la communication par le son, en frappant sur des objets, le langage viendra par la suite, on communiquait par des rythmes. Et on utilisait peut-être des pierres pour taper entre deux pierres ou bien taper sur un tronc d'arbre ou soit taper sur des choses. Et on communiquait avec les autres par ce son. Après vient le langage qui subit d'autres transformations articulées, tout ce qui... Tu es en train de dire que la musique est le premier langage, le son. Le son est le premier langage. Mais il n'y a pas que le son est le geste. Le geste, il est visuel, donc il y a une association. Le premier langage... Donc le son et la danse, quoi. Enfin, la musique et la danse. On ne sait pas si c'est la danse ou la musique, mais les deux ont fonctionné au début. Tous nos auditeurs qui ont des enfants savent que très jeune, l'enfant bouge avec la musique. C'est quelque chose dont on se demande presque d'où ça vient, parce que ça ne dépend même pas du... On a l'impression que ça vient avec le package de l'humain, quoi. Là, c'est autre chose, c'est vrai. On va rentrer dans une longue discussion sur qu'est-ce qui est inné et qu'est-ce qui est acquis. Mais il y a ce qu'on appelle la phylogénèse. Ça veut dire que l'histoire d'une espèce, elle est inscrite chez chaque individu. D'accord, qui porte le patrimoine Qui porte le de son groupe. patrimoine génétique du groupe. Donc, si on a peur des serpents, c'est aussi parce que à un moment donné, les humains vivaient dans des grottes et ils ont eu peur des serpents. Et parce que ceci s'est inscrit dans leur patrimoine génétique. Et transmis. Et transmis. Donc, il y a des choses qu'on a à la naissance et on a entendu des rythmes. Nos aïeux ont entendu des rythmes, ils ont joué sur des rythmes, ils ont eu peur par certains sons. Par exemple, il y a une hantise qu'il y a quand il y a une tempête ou quand il y a de l'orage. Les gens ont peur de l'orage parce que pendant des millénaires, les gens ont cru que quand il y a un orage, peut-être c'est la fin du monde. Donc après, on a compris un peu l'orage. Pendant longtemps, on a cru que quand il y avait l'orage, on pouvait brûler après.
parce qu'il y avait la foudre. Mais quand on a découvert scientifiquement que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son, ça veut dire que quand on entend l'orage, la foudre elle est déjà passée, donc il y a moins de risques. Mais ça c'est la connaissance scientifique. Mais la connaissance ordinaire, on a toujours peur. Malgré cette connaissance scientifique, on continue à avoir peur de l'orage. Pour le son, il y a eu création. À un certain moment, l'on a compris que en tapant sur des objets, et il y a eu création d'instruments de musique. Et ces instruments, les premiers instruments de musique, c'était des instruments qu'on appellerait idiophones, ça veut dire avec un seul son. On tape sur quelque chose, on a un seul son. Percussion, mais ça dépend laquelle. Ça percussion mononote. Ouais, mononote, c'est une percussion sur du bois, sur un métal, entre deux pierres, les castagnettes, les crotales, etc. Après, progressivement, on a inventé ce qu'on appelle les symphones avec plusieurs sons. On peut faire de la percussion sur une derboka ou sur un tam-tam ou quelque chose comme ça, mais en touchant, on change le son. Le bendir. Le bendir ou le... Trois sons. Comme l'instrument africain, le... Tam-tam. Le djembé. Le djembé, tout ça. Donc, tous ces instruments avec une membrane, parce qu'en touchant la membrane, on s'est rendu compte qu'en touchant la membrane, le son variait. Bien sûr. Ça, c'est les instruments, les symphones, mais c'est surtout des percussions. Après, il y a d'autres instruments qu'on appelle les cordophones. Tout ce qui est corde, ça peut être un fil tendu. Et au début, on tapait sur le fil. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en variant la longueur du fil... On variait la fréquence. Oui, si on varie au tiers, on a la quinte d'une note. Et progressivement, on a découvert, il y a eu des découvertes. Après, il y a les autres instruments, les aérophones qui sont un peu plus compliqués. C'est tous les instruments avant, de la flûte, du ney, la flûte de pan et tous ces instruments avant. Donc, on a commencé à inventer plusieurs instruments. Et ces instruments, ils sont en relation, ils répondent à des lois physiques. Oui, logarithmiques même. Logarithmiques, oui, parce que certaines mélodies sont plus sympathiques que d'autres et parce que, le passage d'une note à une autre correspond à une formule, à un nombre précis. Et il y a une émotion. Tu as des écarts qui créent des émotions. Et d'autres qui ne créent pas beaucoup d'émotions. Oui. Mais certains qui créent des émotions un peu particulières, telles que dans le blues, on a le mojo, on peut avoir le mojo. Donc, voilà, un peu, on a découvert tout cela, mais c'est en relation avec des chiffres. C'est une relation aussi cosmique avec la nature. Il y a toujours une division entre ce qui est la nuit, le jour, etc., l'éclair, l'obscur, le céleste, l'humain. Il y a toujours eu un côté, je dirais pas, mais un peu sacré dans la musique qui a existé parce que ça s'est inscrit en nous depuis très longtemps. Et certaines musiques nous font vibrer parce qu'elles correspondent à quelque chose qui est en nous. Parce que si on se rapproche de choses qui sont peut-être plus connues, énormément de musiques qui ont une origine sacrée, que ce soit quelle que soit la religion ou la non-religion. Il y a, que ce soit au Maroc, c'est assez évident par rapport entre les confréries et les musiques. Dans d'autres continents, on peut trouver des choses comme le gospel, qui sont soit liées à des rituels de trance. En Europe, les musiques grégoriennes, de cathédrales, etc. Donc il y a toujours ce côté un peu spirituel ou élévation de l'âme, très souvent aux origines d'une musique. Il y a énormément d'histoires d'ailleurs que tu connais aussi bien que moi, de chanteurs en particulier de blues, de gospel, qui au moment où ils quittent le gospel ou le chœur sacré pour faire de la pop musique, génèrent des scandales incroyables dans leur entourage. Ray Charles, Sam Cooke, tous ces gens-là ont commencé dans les églises et quand ils ont commencé à chanter le profane, ils se sont retrouvés avec des problèmes dans leur entourage. Oui, donc le sacré et profane, si on fait cette division. L'homme a vécu au début en relation avec la nature. Donc, les premières formes de religiosité étaient des religiosités animistes. Oui. Ça veut dire, on croyait en la nature était animée et il nous disait quelque chose et on essaie de lui répondre à cette nature. Et de répondre aussi à ses désirs. Donc, en découvrant la musique, en découvrant le son, on essayait de s'acclimater à la nature, d'imiter la nature. Donc, dans cette relation homme-nature, il y a bien sûr une symbiose, je dirais naturelle, mais une symbiose avec la nature. Et de cette symbiose est née une certaine spiritualité par rapport avec l'évolution des religions. On est allé des religions un peu animistes à des religions panthéistes, à des religions polythéistes, monothéistes, etc. Mais la sacralité est toujours là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Ça veut dire à travers la musique, on répond à quelque chose qui nous dépasse et c'est en nous. Ça veut dire que à n'importe quel moment, en entendant certaines musiques, elles font vibrer des choses en nous, certaines choses. Maintenant, en faire des écoles et dire que tel musicien doit rester un chanteur de gospel doit rester dans le gospel, un gnawi doit rester dans le gnawi, n'a pas joué avec un groupe qui joue de la guitare ou qui joue autre chose, ça c'est des qu'on ne peut pas interdire ni bloquer parce qu'elles vont se faire
C'est comme si quand on fait l'histoire des instruments de musique, on ne sait pas d'où. On dit que la plupart des instruments de musique et tout ça viennent à peu près de l'Asie, sauf les rythmes, tout ce qui est percussion. Mais bon, ce qui s'expliquerait, parce que s'ils venaient de l'Afrique, on trouverait à peu près la même chose partout. Mais quand ils viennent d'Asie, ça veut dire qu'il y a une différence. S'ils viennent d'Afrique, on trouverait la même chose partout parce que tout le monde est parti de l'Afrique. Hein, c'est pour ça. Mais quand ça vient d'Asie, donc la répartition s'est faite un peu différemment. Donc, on ne sait pas d'où viennent les instruments. Et dans la musique, les influences sont extraordinaires. Donc, on va voir un instrument qui a évolué dans un pays, on va le trouver dans un autre pays. On va voir la guitare qui est passée par le Mexique et tout ça, le oud qui s'est transformé un peu en un genre un peu différent, une guitare à 4 cordes qui est arrivée au Mexique et après qui est remontée au sud des États-Unis, en Louisiane, et qui est remontée Memphis et toutes ces régions, et qui a permis aux Afro-Américains de jouer du blues. Et c'est pour ça que même dans le blues, des fois, dans certaines gammes, on voit des sonorités un peu pentatoniques qu'on retrouverait dans la musique arabe et tout cela. Il faut dire aux gens que les 5 notes qu'on appelle la pentatonique, qui est beaucoup en Afrique de l'Ouest et qu'on retrouve chez les Gnawa, c'est les mêmes 5 notes qu'on retrouve dans le blues. Qu'on retrouve dans le blues et qu'on retrouve en Chine. Ce qui est particulier, ça a commencé à traverser. Il faudrait beaucoup de travail d'anthropologie pour pouvoir savoir, mais on retrouve, quand on note, c'est 5 notes. On trouve les 5 notes. Dans le blues, c'est rajouté une note, ce qu'on appelle la note bleue. Blue note, oui. Donc, qui s'est rajoutée, qui était un peu la note un peu maligne, qui donne ce que les bluesmen appellent le mojo. Et c'est pour ça que certaines guitares avec lesquelles on joue peuvent être, rien que pour donner un exemple, les guitares avec lesquelles ont joué les grands bluesmen, que B.B. King et tout ça, Freddie King et tous les autres, ou John Lee Hooker, les guitares avec lesquelles ils ont joué sont considérées comme des guitares qui possèdent quelque chose. Oui, qui ont un pouvoir. Qui ont un pouvoir, ce qu'ils appellent le mojo. Et c'est la même chose pour les Gunbri et Gnawi, donc on retrouve c'est les mêmes histoires. Un Gunbri, il faudrait trouver quelqu'un qui vous le fasse. C'est pas seulement un côté technique, c'est un supplément d'âme. Oui, et ça veut dire quand il a travaillé, il a fait des fumigations, il a fait un certain nombre de choses. Et même dans d'autres instruments, c'est bien quand on parle de cette question de sacralité, au Maroc, on avait un grand luthier qui s'appelait Ben Harbit. Je pense qu'il était ou bien de Meknès ou de Fès, je ne me souviens plus, et qui était un de ceux qui ont fabriqué les meilleurs ouds du Maroc dans la première moitié du XXe siècle. Je crois qu'il n'a pas été reconnu par personne, en fin de compte, et il n'a pas transmis son savoir. Et maintenant, trouver un oud ou un rbab de Ben Harbit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais on n'a pas sauvegardé un patrimoine immatériel. Alors que, par exemple, au Japon, un fabricant de sabres il est considéré lui-même comme un patrimoine national. Ouais. Donc, ou bien le cas le plus connu, c'est celui des violons Stradivarius. Oui. Qui sont considérés comme des merveilles et recherchés plusieurs siècles après leur production. Oui, mais non pas. C'est la question de transmission. Ça veut dire, j'ai un savoir-faire parce qu'il y a une différence essentielle à faire entre le savoir traditionnel et le savoir moderne. C'est la connaissance moderne est une connaissance qu'on peut apprendre à l'école. Dans le savoir traditionnel, c'est une transmission. Ça veut dire, j'ai quelqu'un qui sait fabriquer des sabres, des ouds, des bendir, des gunbri. Il sait les faire, ou bien il transmet son savoir à quelqu'un, ou bien il ne le transmet pas. S'il le transmet, il va le transmettre d'une personne à une autre, d'une autre personne à une autre, etc. Et au fil des générations, on va pas savoir exactement comment il le fait, mais c'est un savoir traditionnel qui est là, qui est transmis. Et ce savoir, dans les instruments de musique, la transmission du savoir est importante. Donc, vous avez un instrument, vous dites il est bon, il a un bon son. Comment il a fait ? On va faire les mesures, on va faire mesure avec un pied à coulisse, avec tout ce qu'on veut, on va le faire la même chose, mais ça va pas donner. C'est comme la cuisine. On va vous dire, vous achetez des œufs, je ne sais quoi, et vous allez faire et ça va pas être bon. Mais quelqu'un va faire la même chose, ça va être bon. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est transmis. Et dans la fabrication des instruments de musique, dans les fabrications des choses qui nous touchent et qui révèlent des choses en nous, cette notion de transmission est importante. Et bien, ce Ben Harbit, il est mort sans avoir transmis son art, et maintenant, on a des gens qui font des ouds. Bon, il n'y a pas que des gens qui font un oud comme on faisait au Maroc il y a 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles. Alors qu'on retrouve peut-être, on retrouve en Allemagne, on trouve dans certains pays des gens qui font des violons tels qu'on le faisait du temps de Stradivarius. D'accord, il y a un savoir qui a été transmis. Il y a des luthiers en Europe qui en gardent. Au Japon, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qui sont transmises. Et on a considéré un moment, par exemple au Japon, on a considéré pas seulement une musique telle que le reggae, peut-être maintenant le technawit, on a considéré des personnes, comme un patrimoine national.
puisqu'on parle de transmission, il y a une sorte également de miracle, on a envie de dire, puisque ce sont des musiques, pour rester sur le gnawa, non écrites, et qui ont traversé plusieurs siècles en pure transmission orale, et la transmission orale, je peux te le dire parce que je l'ai testé, avec une vraie rigueur, parce que tout porteur de cette tradition avait l'impression qu'il devait transmettre ça de façon identique et complètement fermée. C'est-à-dire que on peut pas rajouter une note, on peut pas en enlever une, et si tu veux apprendre ça, tu l'apprends comme ça, parce que c'est comme ça qu'on a réussi à la faire perdurer, malgré, disons, le peu d'accès, que ce soit au financement, ou bien à la codification, ou bien à l'écriture, ou même au respect, d'ailleurs, dans certaines musiques traditionnelles, et elles sont restées vivantes. Oui, et il y a aussi c'est vrai ce que tu dis, elles sont restées vivantes parce qu'il y avait cette rigueur, mais il y a derrière tout cela, il y a l'éducation de la personne qui a été éduquée dans cette rigueur. On a fixé des barrières. Quelqu'un, il ne va pas faire lila en Ramadan, ou des choses comme ça. Je dis un peu n'importe quoi. Un musicien, un ma'allem, a formé peut-être son fils, son neveu, ou avec le ma'allem aussi, il lui a pas donné l'instrument tout de suite. Il a joué pendant, je sais pas, jusqu'à 10 ans, 15 ans, il a joué avec les Persians, il a appris le rythme. On retrouve dans certaines musiques en Iran, il y a des gens qui jouent. La musique iranienne est assez large, assez compliquée, assez riche aussi. On retrouve des gens pendant 20 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans, ils passent leur temps à jouer au rythme et à chanter. Et quand ils l'ont bien, pendant longtemps, après on leur donne l'instrument, et quand on donne l'instrument, ils ont déjà toutes les mélodies dans la tête, tous les rythmes dans la tête, ça va différer. Donc, pour les gnawa, on fait à peu près la même chose. Ils jouent les instruments, ils jouent les castanières, et au bout d'un certain temps, ils ont déjà le rythme dans la peau. Et ils ont participé à des soirées, ils ont participé à l'île, il a baigné là-dedans. Il a vu ce qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, etc. Il y a un ensemble de règles, un ensemble d'interdits, il y a beaucoup de sacrés dedans. Il y a une discipline quasi militaire, même si quand on voit un grand, on a l'impression que c'est décontracté et tout ça. Il y a une vraie discipline qui fait qu'au bout d'un certain temps, quand on donne l'instrument, c'est comme si on lui donnait une offrande et comme s'il lui devait un respect. Et les cordes se font à une période de l'année. C'est lui qui doit faire ses cordes, c'est lui qui doit tendre ses peaux, c'est lui qui doit creuser le bois pour faire le gunbri, c'est lui qui va casser pour le son métallique qui a un rôle important. C'est lui qui doit tout faire. Un musicien fait son instrument. Ça, c'est important. Il ne fait pas que jouer d'un instrument. Il sait quand l'instrument est porteur d'une tradition intégrale, qui ne se limite pas aux notes. D'ailleurs, quand on discute avec les gnawa, ils font la différence tous de façon très claire entre ce qu'ils appellent lila, c'est-à-dire avec l'ensemble du rituel, et sala, qui est un spectacle, éventuellement dans un festival ou à l'étranger ou bien en fusion. Mais quand on leur parle de lila, on rentre dans une case très précise où là, toute la rigueur dont tu as parlé se met en route. Et là, ni tu rajoutes une note, ni tu enlèves une corde. Et il y a un déroulement, il y a les couleurs à respecter. Voilà, le déroulement des couleurs. Jamal Khalil, on a l'impression, pour revenir au Maroc, on a une richesse extraordinaire en termes de production de musique traditionnelle, très diversifiée. Si on imagine un musicien de l'Ela, par exemple, et un Gnawi, ou bien un musicien Hidous, Ahwash, Ahmed Chaji, Lela, on est quand même dans des mondes très très différents, très loin, en termes de gamme, de ton, de temps, de choix d'instruments, etc. Et qu'en même temps, ils sont tous nous. Comment, dans notre histoire, on a pu construire cette diversité, cette richesse de choses qui sont encore en plus vivantes? Qui sont encore en plus vivantes, je ne sais pas pour combien de temps, parce qu'il y a quand même un effort à faire pour que ces musiciens restent, et pour que cette musique reste, et qu'elle vive et qu'elle se maintienne. On revient à la notion de soutien, de transmission. Mais comment on en est venu là? Comment au Maroc on est arrivé à cette diversité? Ça, il y a des réponses un peu historiques et anthropologiques assez simples. Je crois pendant longtemps, le Maroc était géographiquement considéré comme une sorte de fin du monde. Les gens arrivaient... L'impasse. La fin de la rue. on arrive par l'est, on arrive, on traverse l'Atlas et il n'y a plus que la mer. Même Aqba ibn Nafi est arrivé après, il a fait demi-tour. Il y a plus, on peut venir aussi du sud. On vient du sud, donc il faut traverser le désert. C'est quand même un peu plus compliqué. Quand on vient du nord, on s'arrête là. Donc le Maroc, pendant je vais pas dire des millénaires, mais depuis les Berbères et tout ça, les Amazirs et tout ça, donc c'est à peu près 3 ou 4 millénaires. Il a été un creuset. C'est comme les choses, on s'est retrouvé avec une sorte de précipité. Ça veut dire que les choses arrivent et tombent et elles restent. Donc on a des influences du nord, ça peut aller du Visigoth et tout ça, des influences de l'est, des influences du sud, du Sahara, et des influences africaines, donc africaines, moyen-orientales,
du nord et ça s'arrête là. Ça ne bouge plus. Et ça fait un mélange. En plus, les régions étant différentes, on a une variété géographique, on a le désert, les montagnes et tout ça. Et je crois que les régions aussi encouragent la construction d'un type de musique. La musique du désert n'est pas la musique de la montagne. Ouais. Parce que déjà, la propagation du son n'est pas la même, ne se fait pas de la même façon et les cérémonies ne sont pas les mêmes. Parce que la musique aussi est liée à des cérémonies. Des cérémonies, ça peut être des cérémonies liées à la pluie, liées à la récolte, à la récolte, au mariage, à la chasse, à la guerre. Les premiers tam-tams qui étaient utilisés, par exemple, des gros tabal qu'on appelle les gros instruments à son. Il était des tambours, les grands tambours, utilisés aussi par l'Ignaoui. Durant l'Empire almohade et almoravide, c'était des instruments qui étaient utilisés uniquement par les militaires, parce qu'on les utilisait durant les guerres et on faisait du bruit avec. Alors, quand vous avez une armée de batteurs qui était là, et vous avez ce son, l'ennemi avait très peur, parce qu'il ne savait pas de quoi. Donc, on avait comme ça des sections musicales. Des sections rythmiques puissantes pour créer l'effroi. Faire peur aux gens. Et monter le moral du soldat aussi. Oui, et de toute façon, les généraux, ils criaient aussi, et ils avaient aussi de la musiciens qui les poussaient. Donc là, c'est un instrument de guerre aussi, certains instruments. Le Vreta a été utilisé par Jajouka aussi. Un des objectifs des groupes de Jajouka dans le nord du Maroc, tout ça, c'était réveiller le sultan aussi. Donc réveiller le sultan dans une musique douce. Donc la musique a toujours été alliée au pouvoir. On a aujourd'hui des danses qui sont clairement guerrières déjà, avec parfois des fusils, parfois des mouvements martiaux, on a envie de dire. Oui, on a une musique par exemple qui est dans la région de Zagora qui s'appelle Sqla. Le Sqla, c'est une danse de l'épée. Donc c'est une simulation de combat. Mais ce qui est intéressant, c'est comme un peu dans les arts martiaux, c'est une simulation de combat qui se fait un peu au ralenti. Les gestes sont très décomposés et très longs. C'est comme si on économisait le geste et on retrouve dans certains katas. Dans certains arts martiaux, on fait des gestes très très lents. C'est comme si on décompose. En le réduisant, on l'apprend. Alors quand on fait ces gestes de danse sacrée, de danse de simulation de guerre, ça veut dire quand on arrive à le faire à la vitesse lente, ça veut dire qu'est-ce qu'on ne fait pas à la vitesse rapide. Ça veut dire qu'on a maîtrisé une gestuelle qu'on peut retrouver aussi dans le karaté ou dans le jiu-jitsu ou dans n'importe quel art martial. J'ai une question. Quand on a des danses comme ça martiales, que ce soit par les cris, par les mouvements, par les fusils parfois, par exemple dans l'oriental, il y en a beaucoup. Est-ce que l'idée, c'est de reconstituer une ambiance de combat ou de faire peur à un éventuel opposant? Je ne sais pas si ma question est claire. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans la représentation dans la tribu ou dans le village de ce qui se passe ailleurs, ou on est en train d'envoyer un message à l'ennemi? Je pense. Je ne sais pas ce que ça vaut, ce que je pense, mais bon, je le pense quand même. Donc, je pense que c'est d'abord par rapport à soi. Quand on fait quelque chose, on le fait d'abord pour soi. Et je pense qu'on fait pour soi, on veut réduire sa propre peur. Je pense que c'est d'abord cela. Ça veut dire que si je fais, c'est comme maintenant dans des compétitions aux Jeux Olympiques et tout ça, un joueur, quelqu'un qui va le 100 mètres, il fait des gestes, il fait un certain nombre de choses pour dire, il se dit, je peux le faire. En faisant ces gestes, ça veut dire que c'est des gestes que je peux le faire pour de vrai. Donc, je calme la peur qui est en moi. Donc c'est dans cette théorie, ces danses seraient une sorte de répétition, le fait qu'elles soient synchronisées, chorégraphiées, fait qu'on la fait tous en même temps, on est fort, on va y arriver demain. Oui, et on a moins peur. D'accord. On a moins peur parce que je ne sais pas ce qui se passe quand on part à la guerre, mais je pense qu'on a peur. Non, c'est clair, avec tous les tambours, avec ou sans tambour. Par rapport à l'histoire du Maroc, tu nous as parlé des tambours, des almohades. Est-ce qu'il y a d'autres musiques qui ont eu un rôle dans notre passé, qui ont un statut spécial? Je crois que la musique qu'on appelle la musique andalouse, je crois qu'il est installé, qu'il s'est installé. Parce que est-ce qu'elle est venue avec les Andalous, justement, chassés par les catholiques? Je pense elle est venue après la Reconquista. Je pense qu'elle est venue. Si, elle est venue avec ça, mais maintenant, il y a toute une discussion. Il y a qu'elle est venue du Maroc, elle est partie. Mais je pense qu'il y a une ouverture qui a dû se faire pas avec les Almohades, c'est après les Almohades. Les Mérinides, beaucoup plus, une ouverture qui a permis à des musiciens de circuler, qui ont dû venir à l'époque, mais c'est avec
Ça a commencé au XIIIe siècle. Hein. Au XIIIe siècle, on a commencé à renvoyer les premiers parce que la venue des Andalous au Maroc, il y a plusieurs, je pense qu'il faut demander à un historien pour donner toutes les vagues, on a ça dans mais il y a plusieurs vagues jusqu'à la dernière, celle de 492. C'est pour ça qu'il y a une musique d'El Ala, Tétouan, Fès, peut-être dans d'autres régions, mais qui n'est pas tout à fait la même. Donc tu penses que c'est lié aux vagues successives? Oui, mais je pense surtout que ces musiques ont été reconnues comme des musiques urbaines, savantes et urbaines, et qui correspondent à un certain raffinement de la musique et tout ça. Et cette c'est musique, toujours perçu comme ça d'ailleurs. Et cette musique, c'est pour le plaisir de l'oreille et pour autre chose. Donc la musique... Dans le Hawash, vous entendez une femme qui fait un cri extraordinaire et raconte une histoire, après un autre qui répond de l'autre côté de la montagne. Donc il y a un dialogue. Dans la musique andalouse, ou la musique ala, on est dans la représentation. On écoute, on va toucher les mains, on va poursuivre le rythme, mais on est là pour écouter une musique qui est là. On n'est pas participatif. On n'est pas participatif. Sauf par le corps, parce que le corps ne ment pas, il exprime des choses. Je veux dire qu'il y a des musiques populaires participatives et des musiques savantes moins participatives. Oui, parce que l'objet n'est pas là. L'objet est d'écouter et de voyager et de méditer là-dessus. Mais dans la Eta, vous avez dans une fête, tout à l'heure tu as parlé de la fête, vous allez dans une fête, on va mettre toutes les musiques du monde et à la fin, dès qu'on va mettre la Eta, tout le monde va se lever et c'est tout. Après, aucune musique ne marchera par la suite. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est... justement, moi j'ai une question par rapport à ça. Ouais. On est un pays plutôt conservateur. On a eu même on va parler des Almohades, des dynasties austères, on va dire austères, voilà. Pourtant, la musique, qui est considérée comme un plaisir parfois coupable, n'a jamais disparu de la vie des gens. Comment c'est cette résistance extraordinaire Moi, je pense que même sous les nazis, il y a des choses qui n'ont pas disparu. Donc, l'humain est vivant. Être vivant, c'est avoir la capacité de résilience et de résister à n'importe quoi. Je pense même même sous Staline. Donc, il y a des périodes, les gens courent, c'est comme l'arbre de sol, le judo et tout ça. Les gens ploient en attendant que ça passe. Ils peuvent ployer, mais être dans une situation de repli pendant 2 siècles. Les peuples ont une force intérieure qui est là. Donc la musique est là, elle sera toujours là, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, même si on dit qu'elle est interdite, que c'est l'œuvre de Satan. Mais le rythme, le fait de parler, c'est une musique. Le rythme, c'est une musique. La respiration est une musique. Le battement du cœur est une musique. Donc, elle est en nous. On ne peut pas interdire quelque chose. On ne peut pas dire aux gens arrêtez de respirer. Déjà, au moment où ils respirent, il y a un son. Et le son, il y a des musiciens, Avicenne, ils faisaient ça. Il y a des musiciens qui écoutaient. En écoutant le son, ils arrivaient à savoir quelle maladie la personne avait. Maintenant, avec le stéthoscope, on écoute le son des branches et on a une idée. Donc, il écoute une musique. Et donc, quel que soit X, la musique restera là. C'est très bien, c'est un super mot de la fin. Elle sera toujours là. Et ça nous rassure. Merci, Jamel. Merci. À la prochaine pour un nouveau podcast Histoire, les amis, sur Radio Ma'arif. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.